Bonjour tout le monde et merci de vous joindre à nous pour cet important débat sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Je m'appelle Caroline Tourmaguet et je suis présidente directrice générale du Musée canadien de l'histoire et du Musée canadien de la guerre. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le terrain sur lequel se trouve le musée est le territoire traditionnel non cédé des Algonquins et Anishinabés. En hommage aux gardiens traditionnels de la terre où se trouvent nos musées, nous nous efforçons d'intégrer davantage l'histoire, la culture et les perspectives algonquines dans les musées et avons formé un conseil algonquin pour nous guider dans ce travail. Nous reconnaissons également les territoires autochtones et les gardiens des terres que nous visitons, où nous effectuons des travaux sur le terrain et où nous présentons nos expositions. Reconnaître les droits des Autochtones et travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones et nos partenaires à travers le Canada est d'une importance vitale pour le musée, car nous avançons ensemble dans un esprit de collaboration et de respect. Le débat d'aujourd'hui nous offre à nous tous une occasion importante de réfléchir à la vérité et à la réconciliation dans ce pays. De l'activisme local aux initiatives municipales, provinciales, territoriales et fédérales, les citoyens de tout le Canada reconnaissent la nécessité de reconnaître certains des chapitres les plus sombres de notre histoire et en rendre compte. Près de 10 ans se sont écoulés depuis que la Commission de vérité et de réconciliation a publié son rapport et ses 94 appels à l'action. La Commission a identifié la Déclaration des Nations unies comme un principe de réconciliation et l'appel à l'action 43 demande au gouvernement d'adopter et de mettre en œuvre la Déclaration en tant que cadre de réconciliation. Le musée a pris cela à cœur et s'est efforcé, au musée des 10 dernières années, de veiller à ce que nos politiques et nos pratiques soient conformes à la Déclaration des Nations unies et à ce que les droits des Autochtones soient au cœur de notre travail. Nous avons fait de la reconnaissance permanente des droits des Autochtones une orientation stratégique du musée et nous veillons à respecter les droits décisionnels des Autochtones sur leur patrimoine culturel lorsqu'il est sous notre garde. Pour ce faire, nous avons recours à des accords d'autorité partagés et des protocoles d'accord, des projets de collaboration, des expositions axées sur les communautés et au rapatriement. Nous savons qu'en tant qu'institution nationale de la mémoire, il est de notre responsabilité de dire la vérité sur l'histoire du Canada. Nous continuons à le faire à travers nos expositions et nos programmes sur les pensionnats, en travaillant en étroite collaboration avec les peuples autochtones et en veillant à ce que les survivants disposent d'une plateforme pour raconter leur histoire. Il est de notre responsabilité commune d'écouter, de témoigner de leurs histoires et de travailler à un meilleur avenir commun. Nous sommes reconnaissants pour le travail que nous avons accompli avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation au fil des ans. Le CNVR est un lieu d'apprentissage et de dialogue où la vérité sur l'expérience des pensionnats autochtones sera honorée et préservée pour les générations futures. Nous sommes aussi fiers d'avoir partagé un certain nombre d'initiatives visant à explorer les perspectives autochtones sur les pensionnats et nous nous réjouissons des futures opportunités de collaboration et de travail avec la NCTR pour un apprentissage et une guérison continue. Je vous remercie d'avoir organisé cet événement au musée et je ne doute pas que la discussion d'aujourd'hui sera instructive et stimulante et qu'elle fera progresser le débat sur la vérité et la réconciliation dans ce pays. Je voudrais maintenant passer la parole à Kayla Johnston, directrice de l'éducation, de la sensibilisation et de la programmation publique au Centre national pour la vérité et la réconciliation. Merci Caroline pour cette merveilleuse présentation. Avant de commencer, je voudrais vous donner un peu plus d'informations sur la semaine de la vérité et de la réconciliation et plus particulièrement sur les déjeuners-conférences pour adultes et le format de l'événement d'aujourd'hui. La semaine de la vérité et de la réconciliation a débuté en 2020 sous la forme d'un programme virtuel d'une seule journée destiné aux élèves de la première à la 12e année pendant la pandémie. Depuis sa création, la semaine de la vérité et de la réconciliation s'est développée pour englober une semaine complète de programmation virtuelle pour les élèves, en plus d'un événement de responsabilisation des jeunes en direct, de la diffusion nationale du 30 septembre et du contenu de l'éducation des adultes. En 2020,
2023, la NCTR a organisé 5 déjeuners-conférences pour adultes afin de combler le manque d'éducation et de sensibilisation du grand public à l'histoire et à l'impact du système des pensionnats indiens, ainsi qu'à la réconciliation. Le programme a été visionné plus de 40 000 fois sur Zoom et sur la chaîne YouTube du Centre. En raison du succès du programme de l'an dernier, le Centre organise du 23 au 27 5 séances de déjeuner et d'apprentissage pour adultes avec une variété d'intervenants. Les sujets abordés cette année comprennent l'impact des systèmes coloniaux sur la santé, les préjugés inconscients et l'altruisme, le vol d'identité autochtone, la déclaration sur les droits des peuples autochtones et les obstacles à la réconciliation. Le programme de cette année est présenté avec le soutien généreux d'Enbridge et de l'Association canadienne de santé publique. Comme vous l'aurez remarqué, la session d'aujourd'hui est un événement hybride avec un public en personne qui nous rejoint au Musée de l'Histoire. Nous avons également un public virtuel qui nous rejoint depuis Zoom webinaire avec interprétation simultanée en français et en anglais. Malheureusement, nous ne pouvons pas assurer l'interprétation en ASL-LSQ aujourd'hui, mais toutes les séances sont enregistrées et ces versions seront disponibles par la suite avec l'audio en français et en anglais que vous avez, auquel vous avez accès aujourd'hui. Après mon intervention, je laisserai la parole à Sherry Helgeson, notre modératrice, pour présenter nos panélistes et c'est elle qui animera une table ronde pendant les 45 prochaines minutes, avant une séance de questions-réponses avec le public. À 14h20, je vais revenir sur le podium pour conclure l'événement en donnant des informations sur le déjeuner et la session d'apprentissage du 27 septembre et sur la programmation du 30 septembre sur la colline du Parlement. Maintenant, je voudrais vous présenter Sherry Helgeson, la modératrice de la session d'aujourd'hui. Sherry Helgeson est directrice de la gouvernance et des rapports au secrétariat de la mise en œuvre de la loi sur la Déclaration des Nations unies à Justice Canada. Sherry a travaillé dans le domaine des droits de l'homme, notamment à la Commission canadienne des droits de l'homme pendant plus de 30 ans. Elle a commencé sa carrière en tant qu'enquêtrice à la Commission au Manitoba en 1991 et elle a occupé depuis de nombreux postes et lieux au sein de la Commission des droits de la personne, notamment en tant que directrice régionale du Bureau régional de la Colombie-Britannique et du Yukon vers la fin des années 90 et directrice des enquêtes à Ottawa de 2000 à 2006 et directrice de l'Initiative nationale autochtone de la Commission de 2007 à 2017. En 2018, Sherry a repris la gestion de la fonction des plaintes de la Commission pour aider à résorber un arrière-air croissant avant d'être incitée à déménager à la justice à la fin de 2021 pour travailler à la mise en œuvre de la loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Sherry est d'origine Anishinaabe et islandaise, originaire du Manitoba, avec des racines dans la Première Nation Ojibwe de Sandy Bay sur le territoire du Traité A. Maintenant, je cède la parole à Sherry et nos deux panélistes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance d'information du Conseil national pour la vérité et la réconciliation sur les perspectives communautaires concernant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Merci à Kyla pour sa présentation et comme je viens de le dire, je m'appelle Sherry Helgeson et je suis directrice de la gouvernance et des rapports au sein du secrétariat de la mise en œuvre de la loi sur la Déclaration au ministère de la Justice. Mon pronom sont elle et homme. Pour ceux qui ne peuvent pas me voir, je suis une femme à la peau plutôt claire, aux cheveux blancs et blonds, et je porte un chemisier et une jupe blanc. Je viens du territoire du traité numéro 1, dans ce que nous appelons maintenant Winnipeg, et je suis heureuse de me joindre à vous ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin au magnifique Musée de l'Histoire. Je vous encourage tous à réfléchir au territoire traditionnel d'où vous assistez à cette session, ainsi qu'à la présence et à la contribution de longue date des peuples autochtones sur ces terres. J'aimerais tout d'abord saluer la collaboration de plus de 25 ans
entre les États membres des Nations unies et les peuples autochtones du monde entier, y compris les dirigeants autochtones du Canada, qui a abouti à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, un instrument international complexe en matière de droits de l'homme. La manière dont un pays choisit de mettre en œuvre la déclaration dépend des circonstances propres à chaque pays. Le gouvernement du Canada a décidé d'adopter une approche législative et le 21 juin 2021, la loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par le Parlement et est entrée en vigueur. La loi sur la déclaration impose 3 obligations au gouvernement fédéral qui doivent toutes être mises en œuvre en consultation et en coopération avec les peuples autochtones. L'article 5 exige que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour que les lois du Canada soient conformes à la déclaration. L'article 6 exige que le gouvernement élabore et mette en œuvre un plan d'action pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations unies. Et l'article 7 prévoit la préparation de rapports d'avancement annuels qui doivent être présentés au Parlement chaque année. Le gouvernement du Canada a travaillé en consultation et en coopération avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pendant 2 ans pour élaborer un plan d'action qui reflète leur vision d'un avenir meilleur pour les générations à venir. Depuis que le plan d'action a été publié le 21 juin 2023, nous nous concentrons désormais sur la réalisation des objectifs de la Déclaration des Nations unies. Nous sommes à ce jour le seul pays au monde à disposer d'un plan d'action de la déclaration au niveau fédéral. La mise en œuvre réussie de la loi sur la Déclaration des Nations unies et du plan d'action est essentielle pour faire progresser la réconciliation et promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones du Canada. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce contexte. Nous sommes très heureuses d'avoir la chance de nous entretenir avec 2 dirigeantes autochtones qui ont participé à la construction d'un avenir meilleur pour les peuples autochtones et, ce faisant, d'un Canada plus inclusif. J'ai l'honneur de vous présenter nos estimés panélistes pour cet événement. D'abord, je vous présente Marilyn Buffalo. Marilyn Buffalo est née et a grandi dans la nation Cree de Sampson, âgée de 74 ans. Elle apporte un leadership mature et expérimenté et est une voix reconnue dans de nombreux cercles. Elle a plus de 55 ans d'expérience en matière de développement communautaire dans des communautés autochtones isolées, urbaines et rurales du Nord, ainsi qu'au niveau international. Ce travail l'a amené à s'occuper d'affaires publiques, sociales, sanitaires et économiques, d'éducation, d'alphabétisation des adultes, d'emploi et de formation, de droits linguistiques, de sport et de loisirs, de justice, de droits d'anciens combattants, de femmes, de protection de l'enfant, des droits des jeunes et des anciens, de droits fonciers, de développement économique et d'entreprise. Depuis des décennies, Marilyn cherche à obtenir justice pour les survivants des pensionnats. Elle se concentre actuellement sur les besoins en matière d'éducation et de développement culturel des femmes, des enfants et des jeunes autochtones. Marilyn a également été présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada de 1997 à 2000. Bienvenue, Marilyn. Megan Lewis est une jeune femme Kanian, Mohawk, queer, mixte et membre du territoire Mohawk de Tyendinaga. Membre du territoire Mohawk de Tyendinaga. En tant que directrice du Centre de la politique autochtone, elle se concentre sur la mobilisation des jeunes autochtones dans la politique et la recherche en créant des espaces plus accessibles pour créer et défendre des changements significatifs. Alors, bienvenue à vous deux. Nous avons préparé quelques questions pour lancer la discussion du panel, après quoi nous donnerons la parole au public, si nous en avons le temps, pour que les membres ici présents puissent poser des questions. Ma première question s'adresse à vous deux. D'abord vous, Marilyn.
Je m'intéresse à votre histoire personnelle avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Comme vous le savez, cette déclaration a été élaborée pendant des décennies et les dirigeants autochtones du Canada ont joué un rôle critique dans son élaboration et son adoption par les Nations Unies en 2007. Comment avez-vous pris connaissance de la déclaration et quel impact a-t-elle eu sur vous et sur votre travail? Merci. D'abord, je voudrais reconnaître notre Créateur qui nous réunit aujourd'hui en cette journée merveilleuse. Et je voudrais également reconnaître mes ancêtres qui étaient Cris, des dirigeants Cris, dans le cadre du système traditionnel de gouvernance Cris. Alors, je voudrais également reconnaître le Dr. Whittenchild, qui est notre chef du traité numéro 6, qui a été à l'origine de bon nombre de ces discussions. Je connais le Dr. Littlechild depuis toujours. Je crois qu'il était déjà à l'université de l'Alberta en train de jouer au hockey quand j'étais à l'école secondaire. Alors, nous avons été élevés par les mêmes ancêtres, nous avons la même langue et la même culture. Alors, en 1976, j'étais la conseillère sur les affaires autochtones à l'Université de l'Alberta et j'ai établi toute la programmation autochtone. J'avais 25 ans à l'époque. Et Wilton était à l'école de droit. Alors, à ce moment-là, nous étions déjà pas mal expérimentés. Nous connaissions bien le savoir traditionnel qui nous a été transmis par nos ancêtres. Et le dernier jour des examens de Wilton, j'étais enceinte de mon fils Joe Buffalo. Et j'arrivais à peine à rentrer dans la petite voiture de sport de Wilton. Les aînés nous avaient appelés à retourner à notre territoire. Et là, nous avons assisté à une cérémonie. Et les instructions étaient fort simples. Si vous comprenez notre langue et notre pratique cérémoniale, vous allez savoir qu'elles sont très complexes. Et si nous croyons que nous sommes des nations souveraines, et c'est le cas, les Cris Muscotis, ces 4 nations, y compris les Cris du Montana, nous avons des droits comme signataires de certains traités depuis 1776. En tant que nation, nous avons droit à l'autodétermination. Donc, ce jour où nous sommes allés à Muscotis, c'est là que les instructions cérémoniales ont été données. Et j'ai écouté très attentivement toutes les chansons à cette occasion. Il y a eu une grande fête par la suite. Et si nous croyons que nous sommes des nations, nous devons rejoindre d'autres nations autochtones en Afrique, dans le Pacifique Sud, en Asie et ailleurs. Et aussi dans les pays nordiques, sur tous les continents. Alors, nous sommes solidaires de nos confrères et consoeurs autochtones. Et ainsi, nous avons pu nous réunir aux Nations Unies. Ça fait presque 50 ans maintenant. Et le Canada a adopté la loi, bien sûr, mais le vrai travail reste à faire. Et c'est là que j'ai pris connaissance de la déclaration, mais il faut savoir que mes instructions ont commencé à la naissance et pendant la petite enfance, parce que ma grand-mère, qui m'a appris ma langue,
et toutes les connaissances autochtones liées au traité. Ça, c'était la priorité quand j'étais petite. Merci, Marilyn. C'est inspirant de savoir à quel point les droits et les principes inscrits dans la déclaration ont eu un impact bien longtemps, bien avant l'adoption de la déclaration. Alors, merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Maintenant, je vous cède la parole, Megan. Quand est-ce que vous avez pris connaissance de la déclaration? Écoutez, ce matin, ma sœur et moi en parlions-nous ensemble. Et j'étais en 7e année, en 2007. Et je n'étais pas nécessairement au courant de la Déclaration des Nations Unies à cette époque, notamment au Canada, parce que le Canada a tardé à l'adopter et à la mettre en œuvre. Alors, je me souviens de certaines conversations que j'ai eues avec des professeurs à l'école secondaire qui parlaient de politique et je m'intéressais à ces conversations et j'étais présente aux Nations Unies modèles à New York et là j'ai pu apprendre davantage sur l'impact de la déclaration. Pour ma part, je voulais surtout savoir comment les politiques touchaient les collectivités autochtones. Souvent, ces politiques étaient élaborées par des gens qui ignoraient l'impact sur le terrain. Alors, je voulais comprendre davantage le processus d'élaboration des politiques et pendant un certain temps, j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral, mais je suis retournée dans les collectivités et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser davantage à tout cela. Et ça affecte beaucoup le travail que je fais avec collectivités autochtones. Et à notre centre, nous parlons aux jeunes autochtones de ce qui les passionne. Et souvent, quand nous parlons de politique, ils ne comprennent pas vraiment comment ça peut les toucher. Alors, nous avons commencé à approfondir la discussion sur les politiques pour qu'ils sachent davantage ce que ça peut signifier pour eux. Et je pense que c'est particulièrement pertinent quand on parle de la déclaration parce que les autochtones et surtout les jeunes autochtones doivent s'assurer de faire entendre leur voix. Alors ce plaidoyer est devenu extrêmement important dans le contexte de notre travail et même si je n'étais pas tellement au courant de tout cela quand j'étais jeune. Maintenant, tous les jours, la question est soulevée dans mes conversations avec autrui et c'est quelque chose qui me passionne. Parce que nous souhaitons que les Autochtones continuent d'assumer leur rôle au sein de la société et connaissent leur pertinence. Merci. C'est très intéressant de vous entendre parler de plaidoyer et de l'intersection entre votre plaidoyer et les politiques. Et ça m'amène à vous poser une autre question. Et cela concerne le plan d'action. Alors, je vous présente une copie de la déclaration. Alors, j'aimerais que vous nous parliez des effets du plan d'action, de l'impact du plan d'action dans le cadre de l'exécution de la loi sur la déclaration. Ce plan d'action touche à beaucoup d'éléments différents
Et ça correspond au principe de la déclaration. Disons, quelle partie du plan d'action a le plus de potentiel de donner des résultats sur le terrain dans les collectivités autochtones et pour les peuples autochtones? Et comment comptez-vous mettre en œuvre ou faire exécuter tous ces principes? Et Marilyn, je vais vous inviter à répondre également. J'aimerais savoir quels éléments sont les plus importants en ce qui vous concerne. En général, quand nous parlons de l'impact sur les collectivités, il devient difficile de trouver un élément qui surgit davantage ou qui correspond à l'impact le plus important. Ce que nous aimons dans ce plan d'action, c'est que chaque mesure est rattachée à un ministère différent. Parce que quand nous avons consulté les collectivités et quand le plan d'action était en voie d'élaboration, nous avons voulu vraiment insister sur la responsabilisation afin de rétablir la confiance entre le gouvernement et les peuples autochtones. Et donc, nous souhaitions que chaque mesure soit assignée à un ministère fédéral en nous disant que ça allait favoriser la responsabilisation. Pour ce qui est des mesures qui, d'après nous, peuvent opérer des changements systémiques, par exemple, il faudrait des mesures qui vont permettre d'exécuter ou faire suite à des recommandations comme celle de la Commission sur les femmes disparues. Et le travail de ces commissions est extrêmement important. Au fil des ans, nous avons compris qu'il n'est pas toujours nécessaire de réinventer la roue. C'est ce que nous avons entendu à maintes reprises de la part des membres de nos collectivités. Pour opérer des changements, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de différent à chaque fois. Alors, avoir des mesures qui renforcent le fruit de ces conversations nous semble très important afin qu'on soit sûr que les voix des peuples autochtones sont bien entendues et sont ancrées dans les mesures qui sont prises. Et je pense que si on y arrive, nous pourrons faire progresser la situation, notamment si nous bénéficions des investissements financiers qui s'imposent actuellement. Je suis encouragée de voir des mesures axées sur les distinctions. Je crois que c'était une barrière, un obstacle jusqu'à présent. Je pense que les gens en ont un peu assez, que les progrès soient ralentis en raison de conflits entre les différents paliers de gouvernement. Et ça nous empêche de progresser. Alors nous espérons qu'on pourra trouver des solutions par rapport à ces conflits interjuridictionnels afin d'avancer, quel que soit le niveau de responsabilité concerné. Et nous savons que bon nombre de politiques influent de façon démesurée sur les jeunes autochtones. Et donc, il devient impérieux d'opérer des réformes à tous les paliers. Merci. Je pense que vous avez mis en relief quelques éléments très importants, entre autres la responsabilisation par rapport au plan d'action. Et vous avez dit que chaque mesure est assignée à un ministère fédéral particulier. Vous avez évoqué la Commission de vérité et de réconciliation, les appels à l'action et éventuellement les conflits interjuridictionnels. Alors, merci infiniment. Je vais vous poser la même question, Marilyn, au sujet du plan d'action
Qu'est-ce qui vous semble être l'élément le plus important dans ce plan d'action? Merci. Je suis toujours un peu nerveuse quand je dois dire la vérité parce que j'ai passé ma vie à dire la vérité aux gens et j'ai payé le prix. Je n'ai jamais été privilégiée, même si j'ai aspiré à occuper de hautes fonctions au cours de ma vie. Et je dis à chaque personne qui m'écoute qu'on peut faire mieux. Nous allons faire mieux. Et si je vous dis cela, c'est parce que je constate que le plan d'action est axé sur le processus des traités modernes et non pas sur les traités qui existent actuellement. Il y a des gens qui appellent ça des traités préhistoriques et les traités 1 à 11 qui ont été conclus d'un bout à l'autre du pays. Et nous avons eu gain de cause devant la Cour suprême à chaque fois au cours de ma vie. Et ça va continuer d'être le cas parce que nous avons des droits, nous sommes titulaires de nos droits, nous sommes des nations souveraines. Et sans ces traités, ce serait un Canada différent. Il n'y aurait pas de Canada. Et ça, c'est la vérité. Et il faut que les livres d'histoire racontent cette histoire telle qu'elle est en réalité. Alors, nous devons faire mieux. Et donc, au Canada, je dis, nous devons savoir qui nous sommes. Vous devez apprendre grâce à nous, parce que ça ne va jamais bien marcher sans cela. Et nous devons mettre davantage l'accent sur l'esprit et l'intention originaux de nos traités. Nous n'avons jamais abandonné nos traités. Alors, et ces traités comprennent le droit, nos droits à exploiter nos ressources, le droit à notre propre spiritualité, alors qu'on a voulu nous l'enlever, et nous nous sommes battus pour la conserver. Et nous avons nos propres méthodes de guérison, des méthodes traditionnelles que nous continuons à pratiquer. Et nos pratiques cérémoniales, les chansons, les danses, tout cela est très important. Et nous avons également le droit d'établir nos propres institutions, d'élaborer nos propres politiques, de créer nos propres universités en fonction de notre culture, de notre langue et de nos lois naturelles traditionnelles. Nous avons également le droit d'avoir nos propres hôpitaux, nos propres soins de santé et nos propres outils. J'ai toujours cru cela. Et c'est pour cela que j'ai voulu travailler dans le domaine du développement communautaire. Et en me fondant sur les leçons de mes aînés, heureusement, je n'ai pas de fichier criminel, mais j'ai eu des problèmes, je me suis heurtée à des obstacles dans ma vie, mais on nous a enlevé des choses. Et ce qui est arrivé pendant les années des pensionnats, et moi j'étais dans un pensionnat, eh bien tout cela a été transformé en un système d'assistance pour enfants. Et donc, c'est une version différente de ce que nous avons connu précédemment. Alors, encore une fois, nous devons insister de nouveau sur notre droit d'élever nos propres enfants et nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. J'ai 13 arrière-petits-enfants et ce sera 14 en février. Nous avons la plus forte population de jeunes dans nos nations autochtones.
Et la population en général ne croît pas aussi rapidement que la population autochtone. Et je dis ceci à beaucoup de premiers ministres, et ce depuis très très longtemps, y compris Pierre Elliott Trudeau. Tous ces premiers ministres, Paul Martin, qui a été ministre des Finances, dont les compressions budgétaires ont influé de façon très négative sur nos peuples. Nous savons que nous sommes devenus la population la plus vulnérable du pays, et ce n'est pas acceptable. Donc, je pense qu'il faut surtout investir dans nos jeunes, car nos enfants devraient pouvoir fréquenter l'université Harvard s'ils le désirent, ou l'école de médecine, et il ne devrait pas y avoir de contingentement du tout. Dans le domaine des sports, des loisirs, des entreprises, même chose. Et je dis aux jeunes qui nous écoutent, qu'ils soient autochtones ou non autochtones, je dis ceci, apprenez de nous. Nous vous rappelons que nous avons hérité d'un certain traumatisme que nous essayons de guérir. Mais nous vous rappelons que nous sommes des nations fortes et puissantes qui ont des langues et des traditions et des droits puissants. Et je dis à tous les Canadiens, je veux vous apprendre. Les femmes autochtones ont comme rôle traditionnel d'enseigner et de guérir. Et nous devrions apprendre à tous les Canadiens ce que c'est que de vivre sur des territoires autochtones du Canada. Merci, Marilyn. Vous avez abordé des questions très intéressantes. Vous avez abordé certaines questions très importantes. L'importance de la relation entre le gouvernement et les titulaires de traités et la nécessité d'apprendre votre histoire à tous les Canadiens, y compris les néo-Canadiens. Et ça m'amène à poser une autre question. Vous travaillez pour faire progresser les droits des femmes autochtones depuis des décennies. Il y a plus de 20 ans, je me rappelle que vous aviez été la championne d'un cas de droit de la personne. Je crois que vous avez eu gain de cause et vous avez aussi été présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada à une certaine époque. Je suis sûre que vous vous êtes opposée à beaucoup de résistance pendant votre trajet et votre parcours, et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de résistance aussi par rapport à la Déclaration des Nations unies. Alors, est-ce que vous pourriez partager un certain conseil avec nous? Comment avez-vous réussi à contourner des obstacles? Est-ce qu'il y a des moments phares qui restent dans votre esprit? Et quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui veulent faire progresser les droits autochtones face à cette résistance actuellement? Bon, il faudrait que j'écrive un livre. Est-ce que quelqu'un connaît une grand-mère qui veut écrire son histoire? Je pourrais le faire avec vous. Bon, ça c'est toute une question. Moi, je dirige une grande famille. Je suis l'aîné de 11 enfants. J'ai 7 frères. Et j'ai eu le privilège d'avoir d'excellents parents. J'ai récemment perdu ma mère vers la fin juillet. Et après 6 ans comme PDG d'un institut où nous formions des thérapeutes et des conseillers, j'ai donné ma démission parce que je voulais récupérer ma voix.
Est-ce qu'on va joindre nos mains et nous battre ensemble? Mais on peut s'amuser en même temps. Si vous voulez faire du camping, par exemple, je peux vous faire des suggestions. J'ai rencontré des femmes fantastiques au Canada et toutes ne sont pas autochtones. Et j'ai présidé le Forum des femmes autochtones aux Nations Unies. Alors, j'ai des consoeurs dans d'autres pays. Et j'ai présidé le Conseil des femmes autochtones des Amériques également. Je ne parle pas ni le français ni l'espagnol, mais je suis sûre que certaines d'entre vous connaissent ces langues. Et quand vous commencez à faire quelque chose de nouveau, il est normal que les gens opposent une certaine résistance à ce que vous faites. Mais je suis comme la petite fille au pensionnat et je contestais la mère supérieure constamment. Et je parlais ma langue et elle n'aimait pas ça. Parler aux autres membres du personnel, aux autres en français, en mauvais français d'ailleurs. Et qui m'a enseigné en plus un anglais approximatif. Tout l'anglais que j'ai appris de ma mère, qui m'a appris à lire avant que je ne commence la première année. Mais le savoir traditionnel que j'ai reçu de ma grand-mère, c'est en fait de l'argent en banque. Donc, lorsque une personne dit non, il faut faire preuve de créativité. C'est là où l'analyse des politiques joue un rôle déterminant, dans ce sens qu'il faut trouver de nouvelles façons, un nouveau langage et une nouvelle approche pour dire clairement ce que vous voulez. Parce que si quelqu'un me dit non, pour moi, c'est comme 100 défis tout de suite. Alors, il faut reculer pour mieux sauter, se regrouper et en fait mobiliser des collègues, contacter des experts. C'est un peu comme aller au tribunal où on cherche des témoins experts ou recueillir du renseignement en cours de route sans jamais accepter un non comme réponse parce que à quoi ça servirait? Autant rester au lit, cloué au lit. Pourquoi même s'en faire? Autant aller étudier l'astronomie. Et même là, vous aurez des ennuis. Parce que, bon, on peut aller se renseigner auprès des aînés autochtones et leur demander ce qu'ils savent de l'astronomie. Mon travail a toujours été de travailler avec les jeunes et de les encadrer. Je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai aidées à rédiger des thèses de doctorat, des dissertations. Je ne me vante pas parce que l'un des cas les plus mémorables qui me revient le plus à l'esprit, c'est mon amie, la docteure Mary Apt, qui était infirmière psychiatrique et j'avais un hôpital psychiatrique dans l'Ouest canadien. Elle est mon amie depuis l'âge de 13 ans. Comment peut-on être ami d'une femme adulte infirmière? Elle est diplômée de l'université McGill. Elle a épousé quelqu'un qui était juste proche de notre réserve et elle était catholique irlandaise. Elle fréquentait notre église et j'étais au secondaire lorsque je l'ai rencontrée. Là a commencé cette amitié de toute la vie et j'ai parlé à ses funérailles et ainsi de suite. La docteure Mary Apt a eu son doctorat sur le leadership. Elle m'a demandé de l'aide et j'ai dit d'accord, amène les livres. Et tout ce que j'ai lu était si ennuyeux. Je me suis dit, pourquoi s'en faire? Des classeurs et des classeurs. Chaque semaine, elle déposait des classeurs et je lui ai dit,
Mais vous, les Européens, vous êtes si ennuyeux. Pourquoi répéter les mêmes choses en utilisant différents mots? Et il s'est avéré, elle a dit, et c'est le meilleur compliment que j'ai jamais reçu. Elle a dit, tu connais plus sur le changement que toute personne que j'ai jamais rencontrée. Et j'étais juste un enfant, une jeune mère à 35 ans. Pourquoi je vous raconte tout cela? Eh bien, parce que on apprend à comprendre pourquoi les gens résistent au changement. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient si opposés au changement? Qu'est-ce qui fait qu'ils veuillent dominer tout le temps? Qu'est-ce qui pousse les gens à faire cela? Et puis ma mère dirait que c'est le complexe de supériorité. Elle était tellement intelligente. Parce que c'est le conflit entre deux mondes, ou entre plusieurs mondes, beaucoup de mondes. Mais le défi, c'est que, et je dis cela à quiconque m'écoute, je présume que vous participez à cet événement parce que ça vous tient à cœur, parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur, vous êtes intrigué et ça vous pousse à vous renseigner davantage. Mais il faut apprendre de nous. Vous ne pouvez pas l'apprendre d'un livre. Ça, ce serait un bon point de départ. Il y a de bons auteurs et des gens qui ont publié des choses qui valent la peine. Mais il faut apprendre comme je l'ai fait avec mon amie, la docteure Mary Apt. Et plus tard, avec le temps, on a établi des cercles de guérison. Elle les a animés parce qu'elle était psychiatre, infirmière psychiatrique. Et tout le monde dans notre famille, avant son décès, elle a touché 300-400 vies. Et on pourrait même mener une étude pour savoir combien de ces personnes dont elle a touché les vies ont fait des études supérieures. Combien d'entre ces personnes ont échappé à la maltraitance des enfants et à la violence conjugale. Et leurs enfants. Et combien de leurs enfants s'en sont bien sortis? Et je suis l'une de ces personnes-là. Je peux en témoigner ouvertement en tout temps. Je n'ai pas peur. Et grâce à son encadrement, moi, j'ai pu composer avec et en retour, je l'ai aidé également. Je l'ai converti vers la fin de sa vie. Dans les 10 dernières années de sa vie, elle participait à des cérémonies et faisait le jeûne avec nous, est allée à notre loge de sueur et à nos cérémonies et à nos funérailles. Et elle a dit, vous êtes tellement civilisés, même lorsque quelqu'un décède, on l'honore avec 3-4 jours de cérémonie. Dans notre culture, c'est juste une messe d'1 heure, au revoir, adieu, c'est tout. Ça, c'est pas sain. Alors, lorsque vous commencez à comparer les deux mondes, c'est très sain. Je suis mère célibataire depuis 40 ans et je n'ai jamais eu un partenaire qui dira « voici de l'aide » ou qui m'appuierait sur le plan émotionnel. Et si vous avez cela, alors c'est de l'argent en banque également. Mais si vous aspirez à des choses plus grande, il faut être équilibré, rester sain, en santé. J'ai du mal à trouver des gens qui puissent tenir avec mon rythme de marche de 8-10 000 par jour. Je me lève à 4h15 chaque matin sans avoir besoin de réveil, ni besoin de quelqu'un pour me dire par où commencer. Donc, je crois que la discipline, c'est très important. Aspirer à des choses nobles, tenir un journal intime. Bon, vous vous dites, bon, le 1er janvier, voici ce que je vais accomplir cette année, et puis vous trouvez des camarades comme vous. Oh. Eh oui. Be sober. Il faut rester sobre et éviter les drogues qui nous dérangent. Merci. Thank you, Marilyn. Merci, Marilyn. So, in addition to what you've
En plus de ce que vous venez de dire sur le besoin de rester équilibré, d'être en santé, discipliné, ce que j'ai entendu dans votre réponse, c'est de ne pas accepter non comme réponse, de faire preuve de créativité, d'établir des réseaux avec des femmes autochtones et non autochtones à travers la planète, et d'écouter les aînés, les gens, de comprendre ce qui motive la résistance au changement. Merci. Merci pour cette réponse, Marilyn. Megan, à vous le tour. J'aimerais vous entendre parler davantage de la voix des jeunes. Votre organisation a souvent dit que les jeunes autochtones veulent vivre des changements au cours de leur vie. Du point de vue d'une jeune autochtone, de quoi a l'air le progrès et les améliorations par rapport à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies? Que seraient les indicateurs clés et des mesures de progrès qui aideraient les jeunes autochtones à vivre ce changement qui transformerait leur vie pendant leur vie? Oui, je voudrais commencer par dire merci de partager votre vécu. Ça me rappelle chaque fois qu'on a des rencontres, l'une des premières choses auxquelles on pense, c'est de nous assurer d'avoir des aînés parmi nous pour nous assurer d'avoir un espace stable, parce que l'une des choses les plus importantes pour nous, c'est d'entendre le point de vue des aînés. C'est un thème récurrent, parce que nous, ça nous aide à prendre des aînés de nos communautés qui détiennent ce savoir et qui ont beaucoup à nous enseigner. C'est tellement important pour nos jeunes. Cette relation entre les aînés et les jeunes, c'est tellement important pour tous les jeunes avec qui nous traitons. Je pense que c'est très relié à cette question que vous posez, à savoir de quoi aura l'air les progrès souhaités, parce que lorsqu'on a organisé notre premier grand engagement avec les jeunes en 2022, et lorsqu'on a eu des engagements plus intimes avec plus de 200 jeunes, un jeune en particulier a dit, et c'est une citation, que nous, on ne croira pas que la mise en œuvre a réussi jusqu'à ce qu'on voit la communauté autour de nous jouir d'une meilleure qualité de vie, et qu'il voulait voir des changements actifs plutôt qu'un autre rapport de données. Donc, les progrès dans la qualité de la vie pour les jeunes autochtones, ça peut paraître différent de différentes façons. Et pour beaucoup de jeunes, ça passe par des choses aussi simples que de ne pas être forcés de quitter leur communauté sans le vouloir pour s'éduquer, non seulement pour l'université, mais pour le secondaire, ou pour avoir accès au travail. Ils veulent avoir accès à l'eau propre et à l'eau potable et à des moyens de transport et à des systèmes de santé qui peuvent naviguer et avoir accès à des systèmes de soutien au lieu de compter sur l'aide à l'enfance. Malheureusement, les voix des jeunes autochtones ne sont pas singulières et leurs identités sont plurielles. Ça compte sur différents facteurs tels que le genre et où ils vivent et les limitations fonctionnelles ou l'absence de limitations fonctionnelles. Ils veulent avoir des progrès à tous ces niveaux. Et je pense que l'une des choses dans cette mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies, c'est que ce n'est pas souvent facile d'avoir ces conversations avec les jeunes. Ce n'est pas tout le monde qui comprend cette Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Surtout si vous travaillez dans ces espaces tout le temps. Lorsque vous dites « UNDRIP », l'acronyme en anglais, les gens ne comprennent pas tout de suite, mais si on essaye d'être accessible, de dire des choses accessibles et de discuter de cela, on peut parler des progrès dans la communauté d'une façon que les gens vont comprendre dans leur vécu quotidien. Il faut rendre le langage accessible, surtout lorsqu'on parle du plan d'action et de la mise en œuvre proprement dite. Parlons du lien avec la vie quotidienne des gens dans leur communauté. Donc, si on veut s'assurer que tout le monde puisse participer et discuter de cette déclaration de façon plus pertinente, eh bien, lorsqu'on parle avec les jeunes, il faut poser des questions et parler des progrès souhaités d'une façon
plus terre à terre sur le ton de la conversation avec les jeunes. Quelle que soit la conversation qu'on a avec les jeunes, on peut toujours relier cela à UNDRIP ou à la Déclaration des Nations Unies parce que c'est une conversation de niveau si élevé, tout tombe sous cette rubrique-là. Et le récit, c'est une partie importante de la démarche. Même si vous ne posez pas de questions spécifiques reliées aux indicateurs ou aux paramètres clés, vous pouvez demander aux gens de dire ce que signifie l'autonomisation pour eux ou la santé, le niveau de santé dans la communauté, ou bien leur demander que seraient des relations solides dans leur communauté. Ce serait une autre façon d'obtenir des indicateurs sur l'application de la Déclaration des Nations Unies. Parce que récemment, en fait, il y a quelques semaines, nous avons terminé l'un des grands projets de recherche centrés sur les jeunes autochtones sur le plan national et qui sera publié le 30 octobre. Au cours de ce projet, on a contacté les jeunes pour parler spécifiquement de leur perception de leur avenir à tous les niveaux, par rapport à la culture et au mieux-être, à l'éducation, au travail, et ce, d'une façon très autochtone. Pas le travail comme on l'entend, c'est-à-dire pas du 9 à 5. Et beaucoup de jeunes ont parlé du fait que leur piège ne marche pas et le fait que, ils veulent travailler sur une base saisonnière pour pouvoir rester dans leur communauté et rentrer dans leur communauté et s'assurer de faire partie de nations souveraines saines où tout le monde aurait accès à leurs besoins au-delà des nécessités de base telles que l'eau propre ou l'eau potable. Parce que des fois, les gens savent qu'il y a des choses difficiles à discuter avant de parler de combler leurs besoins de base. Donc, à travers ce projet de recherche élargi, ce que les jeunes souhaitaient, c'était par exemple du soutien abondant et accessible des Autochtones, des centres communautaires, des programmes d'apprentissage de la langue, des installations d'apprentissage et d'éducation des Autochtones que vous avez mentionnés, et également les centres de santé que vous avez mentionnés, et l'enseignement autochtone et la gouvernance autochtone. Voilà les sujets de conversation des jeunes autochtones quand ils envisagent un avenir sensé. Et ça découle des conversations qu'ils ont eues avec leur communauté, leurs familles et leurs amis pendant des décennies. Les jeunes ont également dit clairement qu'ils travaillent pour oublier le passé, telles que les barrières qui empêchent les connexions avec leur culture, par exemple la violence, le manque de moyens, l'homophobie, le racisme anti-noir. Et les jeunes autochtones veulent créer un avenir où les gens ne sont pas forcés de créer leur communauté d'origine. Pour nous, ce sont là tous des indicateurs que nous pouvons suivre pour voir le niveau de progrès réalisé et tout cela dans le cadre de l'UNDRIP. C'est fantastique, Megan. Vous avez beaucoup dit là dans votre réponse concernant, par exemple, l'accessibilité de la langue aux jeunes, le récit comme moyen d'apprendre, de parler de ces concepts d'une façon qui touche la vie des gens avec lesquels nous travaillons et que nous sommes censés servir, et puis de pouvoir surveiller l'évolution de la situation. J'adore cela. Vous avez parlé du fait de la façon dont les jeunes autochtones envisagent leur avenir. Ils veulent laisser le passé derrière eux, et ça nous amène à une autre question que je voudrais vous poser. Mais je constate que qu'il est maintenant 2 heures, et à ce moment, on était censé marquer une pause pour voir s'il y a des questions de l'auditoire ou pour nos panélistes. Alors sur ce, j'invite tout membre de l'auditoire ayant des questions pour Marilyn ou pour Megan de nous le faire savoir, et je vous invite à vous identifier. Si vous avez une question, parlez clairement et lentement pour que nos interprètes puissent vous suivre et pour que nos panélistes puissent vous entendre clairement.
Et je vous prie de nous dire si votre question c'est pour Marilyn ou Megan ou les deux. Sur ce, est-ce que je peux... C'est difficile de voir vu l'éclairage. Y a-t-il des questions dans l'auditoire? Pas de questions. Je vois 2 mains, 3 mains, 2 mains. D'accord, je comprends qu'on a un micro-baladeur. J'ai constaté une main ici et une autre main là, au milieu. Bonjour, je vais parler en français, c'est correct de m'exprimer en français, or should I? Oui, j'y vais. OK. Hi, I can also speak English. I was just not sure. My name is Émilie Lemieux. Je suis Émilie Lemieux. Merci à vous, vous trois pour ce partage. Ma question, c'est pour l'aînée, Marilyn. Marilyn, sorry about that. Désolé. Pardon? I was really interesting when you said that. J'ai trouvé cela intéressant lorsque vous avez dit que les vieux traités, que tous les traités n'ont pas été exécutés jusqu'à date, si je vous ai bien compris. Alors, c'est quoi l'obstacle majeur à cette mise en œuvre de ces traités? Ou pour le respect de ces traités, comme vous le dites, d'après vous? Alors, si j'ai bien compris, c'est quoi l'obstacle majeur à la mise en œuvre de ces traités historiques au Canada? Oui, merci. Le premier obstacle, c'est le refus de voir comme nation souveraine. Trouvez-vous cela logique? Et c'est des résistances, des barrières insurmontables. Mais ça ne va pas disparaître. Je suis une descendante directe de Big Bear du côté de ma mère et de Poundmaker du côté de mon père. Direct. Donc ma tradition orale et mon histoire orale veut que nous, on pense à ces traités, on en parle comme si c'est arrivé hier. Ça ne va pas disparaître. Parce que lorsqu'on a signé et négocié ces traités, d'ailleurs, mes deux ancêtres, Big Bear et Poundmaker, lisez les histoires. Le Canada a en fait incarcéré mes ancêtres. Stony Mountain Penitentiary. Au pénitencier Stony Mountain. Donc, il y a toute une histoire là. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'il y aurait une guerre sainte dans les prairies s'ils ne les avaient pas incarcérés. C'était une période très tendue de l'histoire. Mais lorsqu'on parle de l'esprit et de l'intention derrière les traités, la loi, le pacte sacré, c'était entre deux nations et notre Créateur. Donc, lorsqu'on signe c'est comme un contrat de mariage, un acte de mariage, alors vous recevez la bénédiction du Créateur parce qu'il y a une tierce partie là-haut. Alors, il n'y a personne plus grand que Dieu, le Créateur, ou Allah, appelez cela comme vous voulez, pour reconnaître sa présence ou son pouvoir. C'est un pacte sacré. Et ça ne va pas s'en aller. Donc, il faut le traiter avec respect, s'en inspirer et puis avancer ensemble. Et puis, il y a la ceinture du wampum, ou les traités de la ceinture du wampum, et les traités Mi'kmaq et les traités avant la Confédération. Et il y a des traités entre nations, entre les Cris et les Mi'kmaq, et entre les Mohawks et autres.
Alors, ce pays a été bâti sur nos ressources. L'industrie de la fourrure, la compagnie de la baie d'Hudson. Regardez la carte du Canada, d'est en ouest. Les rivières étaient en fait les grands chemins. Et où que vous alliez, vous avez le fort ceci et cela, et le fort Saskatchewan, et ainsi de suite. Et c'était là les comptoirs commerciaux. Et c'était les nôtres qui ont bâti ce pays basé sur l'industrie de la fourrure. Rien que cela. Mais nous, on commerçait entre nous également. Je sais cela parce que mon arrière-grand-mère me l'a enseigné avant que je n'aille à l'école. D'où la facilité pour moi de comprendre lorsque j'entends mes confrères de la nation Mohawk dire qu'ils ont le droit découlant d'un traité de percevoir leurs propres impôts et de gérer leurs propres casinos et de taxer leur tabac. Aucune nation n'a le droit de taxer une autre nation. Pensez à ce concept. Aujourd'hui, c'est très réel. Et nous vivons, nous sommes régis par la loi sur les Indiens. On avait notre propre système de gouvernance héréditaire et notre système d'aide à l'enfance, entre autres, avant l'arrivée du Blanc. Et le Blanc est arrivé et a imposé sa législation d'apartheid sur nos communautés. Et cette loi sur les Indiens, c'est patrilinéaire, ce qui veut dire que c'est basé sur le patriarcat. Et ils l'ont fait partout dans le monde, y compris en Afrique, en Inde. On a aujourd'hui le système des castes en Inde et en Amérique du Sud et centrale. Et ici, dans nos nations au Canada, traditionnellement, nous, on est plutôt matrilinéaires. En d'autres mots, c'est les mères, les femmes qui gouvernent, qui décident qui va devenir le chef héréditaire et transmettent le savoir et la sagesse et la langue à leurs enfants et à leurs petits-enfants. C'est ça notre rôle comme guérisseurs et guérisseuses, et d'enseigner tout le temps. Lorsque ce système a été brisé, ça a été... On nous a enlevé nos droits comme mères, on nous a enlevé nos enfants. Imaginez que vous avez un enfant et qu'à l'âge de 6 ans, on vous l'enlève et que vous ne les voyez plus pendant 10 ans. Et puis vous reviennent et ils vous parlent une langue étrangère et ne connaissent pas votre culture, ni votre comportement ou votre langue. Imaginez cela, que feriez-vous? Comment rebâtirez-vous de votre famille? Et il y a des chances que vous n'ayez même plus de famille. Et j'ai vu cela. J'ai quitté ma communauté à 15 ans. Lorsque j'ai quitté ma communauté, j'ai en fait abandonné mon espace culturel sécuritaire. On m'a tout enlevé. Je suis allé dans une école pour Blancs. D'ailleurs, je suis sorti, en fait, première de ma promotion. J'ai fait ma part. Bon, rappelez-vous que j'ai été en fait puni à quelques reprises. Et je n'ai jamais vécu tant de dysfonctionnement dans les comportements. Des gens qui avaient des liaisons illicites avec d'autres, et ça a été des chocs culturels pour moi. Lorsque j'ai donc prononcé mon discours d'adieu comme major de la promotion, j'ai promis que lorsque je deviendrai adulte, je serai un leader autochtone vraiment solide au pays parce que j'ai appris à comprendre les autochtones. Je n'ai pas dit cela d'un point de vue raciste. Je disais la vérité. Et j'ai promis d'écrire mon livre sur votre communauté
et que ça va vraiment les honnir, que ça allait honnir Peyton Place. C'était en fait un savon à l'époque qui les gens de l'époque vont comprendre. Et c'est vrai. C'était un choc culturel pour moi. Parce que c'était comme si j'étais arrivé dans un pays étranger qui ne m'aidait pas du tout et je n'avais pas accès à mes parents à un âge vraiment très bas. Dans l'adolescence, je n'avais pas droit, le secours de mes parents pour m'encadrer, ni du soutien culturel. Voilà pourquoi je défends la cause des jeunes. C'est très difficile de travailler avec les jeunes, surtout ceux qui ont été adoptés et qui ont été sortis de la communauté. Je n'ai jamais été adopté, mais lorsque vous vivez un choc culturel, alors là, vous savez de quoi je parle. J'ai donc adopté beaucoup d'enfants de plusieurs cultures différentes de mon vivant à travers la planète. Même chose pour mon père. Mon père qui est mort il y a 1 an et demi a un fils de l'Inde. Ça nous fait rire parce que vous savez, lorsque mon père est décédé, le docteur est venu faire une présentation sur le rôle joué par mon père dans sa vie. Et son père également était dans l'armée. Il a dit, aller sur un tournoi de hockey avec mon père, c'était comme une leçon d'histoire parce qu'il connaissait tous les noms de lieux en cri pendant qu'il conduisait. Et je trouve que c'est tellement important lorsqu'on reconnaît les aînés. Les aînés, ce n'est pas juste pour nous, les Autochtones. Vous avez des aînés dans votre culture et dans vos cultures également. Mais comment incorporer cela dans votre quotidien, dans votre apprentissage, dans votre vie familiale également? Est-ce qu'ils sont inclus là-dedans? Sinon, eh bien, il y a du travail à faire à ce niveau-là, des deux côtés. Lors des funérailles de mon père, l'église du plein évangile était là, les Mormons sont arrivés, les Hutterites ont été en fait les porteurs honorés du cercueil, les Chinois, et j'ai un frère de l'Inde adopté par mon père. Et à sa fête, on avait de la nourriture de l'Inde, du poulet au beurre et tout cela. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Pour dire qu'il est possible de vous élever, vous tous, dans vos familles, dans un environnement uni qui ressemble aux Nations Unies, sans que vous cédiez vos pouvoirs. Et avec votre intelligence et votre esprit et toutes les bonnes choses qu'on souhaite tous, c'est gratuit. Il suffit d'apprendre à ouvrir ses portes. Et j'ai ouvert mon tipi et je vous fais rentrer. Spirituellement, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'était divertissant. Le plus grand cadeau que j'ai jamais donné à mes enfants, c'est de venir vivre à Ottawa pendant 15 ans. Ils ont appris. J'ai des enfants en Tanzanie que j'ai adoptés, qui travaillent maintenant dans l'industrie de la technologie de pointe. Dans toutes ces choses bizarres qui sont arrivées, eh bien, c'est de cela qu'il s'agit, la Déclaration des Nations Unies. N'ayez pas peur de vous faire des amis. Je peux me lever très tôt et puis vers midi, j'ai déjà fait le travail qu'on fait en une journée. Et si vous voulez qu'on se rencontre l'après-midi, je suis disponible. Merci. Merci, Marilyn. Vous nous avez fait vivre une discussion sur l'importance des relations découlant des traités, parlant de la loi sur les Indiens et des pensionnats, et également des principes de la Déclaration des Nations Unies aujourd'hui et comment on peut vivre ensemble. Je pense qu'on a du temps pour une dernière question et j'ai vu une main au milieu de la salle, ici.
Et je note qu'il est 14h15 et je regrette, mais on va devoir résumer. Il nous reste à peu près 5 minutes avant de redonner le micro à Kyle. Pourriez-vous poser votre question? Oui. Je ne sais pas si je dois me lever pour pouvoir paraître dans la caméra. Ma question, c'est pour les deux conférencières hors pair. Quel conseil donneriez-vous à un jeune fonctionnaire voulant aider les communautés autochtones vers la réconciliation? Très bonne question. Alors, la question, c'était quel conseil nos panélistes donneraient à un jeune fonctionnaire voulant appuyer la piste de la réconciliation? Megan, did you want to take a crack at that one first? Megan, voulez-vous commencer à y répondre? Oui, je vais y aller très rapidement. Je pense que d'abord, ça dépend du travail que vous faites. Le premier conseil qu'on donne, bon, notre équipe fait toutes sortes de présentations sur l'implication sensée dans la communauté. On dit, bon, ne pas toujours essayer de s'impliquer lorsqu'on a besoin de quelque chose. Il faut nouer des relations profondes juste dans le but d'avoir des contacts. C'est toujours important parce que les relations, c'est au cœur de tout ce que nous faisons. Et je pense que lorsqu'on établit des relations, lorsqu'on s'engage dans la communauté, si le fondement y est déjà, la confiance est établie. Et c'est cela qui manque le plus souvent, surtout entre les gouvernements et les communautés, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas aborder. Mais je pense qu'en termes d'engagement, c'est ça notre premier conseil qu'on donne, d'entamer ces relations et de les maintenir et d'en faire une partie du travail que vous faites et d'essayer de vous assurer que cela soit un aspect permanent du rôle que vous voulez jouer et de continuer de vous éduquer également. Ça, c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde, quel que soit votre travail. Évidemment, il y a toute une gamme d'activités. Je sais que le temps manque, mais notre équipe, comme je l'ai dit, fait des présentations. On est toujours prêt à faire plus, donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Et je serai ravi de vous donner une réponse plus longue là-dessus, parce qu'on est toujours disposé à en discuter en permanence, dépendamment de votre domaine de travail. Donc voilà le conseil général, donc nouer des relations et bâtir la confiance et faire tout ce que vous pouvez faire pour ne pas briser cette chaîne de relations, parce que cela peut nuire à la capacité d'avancer et d'amener des gens à garder la confiance pour avancer avec les initiatives que nous espérons réussir. Fantastique. Merci beaucoup, Megan. Excellent conseil pour un jeune fonctionnaire, à savoir ne pas juste prendre contact lorsque vous avez besoin de quelque chose. Il faut établir la confiance et la maintenir. Marilyn, le dernier mot là-dessus, quel conseil donneriez-vous pour un jeune fonctionnaire qui veut emprunter cette piste vers la réconciliation en appuyant les peuples autochtones? Vous voyez à quel point je suis impoli? J'ai besoin d'être encadré. Vous voulez un emploi, je peux vous embaucher. Je parle sérieusement. Je suis redevenu expert conseil sur la politique autochtone. Je vais vous donner mon numéro de cellulaire et puis on va parler. Seriously. I mentor many. J'ai été mentor de beaucoup de personnes, essentiellement non autochtones. Les gens qui me connaissent le savent. Je connais cette jolie dame depuis toujours. Et c'est que je n'ai jamais perdu une cause concernant les droits de la personne. J'ai choisi mes combats et je les choisis bien. Donc oui, si c'est du domaine du droit, c'est quoi vos antécédents en génie, en technologie de pointe, en droit de la personne, en fait. Je travaille pour Service aux Autochtones Canada. Mon ami!
Merci. Oui. Oui, je vais vous donner ma carte de visite. Excellent. Excellent. So Marilyn, you've Alors, Marilyn, vous avez souligné la valeur du mentorat. Donc, vous allez prendre contact après cette séance, c'est merveilleux. Et en fait, j'invite quiconque est sur place à faire exactement cela. Si vous voulez traîner un peu et parler avec Megan ou Marilyn après cette séance, on va traîner un peu. Mais je note qu'il est maintenant 2h20 et j'aimerais donc inviter ma collègue du Centre national de la vérité et réconciliation, qui est là, sur scène. Oh my goodness, this is a great session that we had, and I want to give a big cheer to both our virtual audience, un gros merci à notre auditoire virtuel et aux merveilleuses personnes qui ont pris la peine de venir s'inscrire et s'asseoir pour vraiment suivre la séance aujourd'hui. Donc, au nom du Centre national pour la vérité et la réconciliation, un gros merci à Sherry et à Marilyn et à Megan Lewis d'être venus aujourd'hui. Et pour avoir accès à cette vidéo après, vous pouvez aller à la chaîne YouTube du Centre national Vérité et Réconciliation et l'audio en anglais sera téléchargé directement après mon retour dans ma chambre d'hôtel. La version française va être affichée et on va travailler sur la vidéo ASL également. Demain, soyez des nôtres à 13h, heure normale de l'Est, pour la dernière session virtuelle avec des invités spéciaux, Dr. Evie Joel, survivante des pensionnats, qui regardera en fait les barrières à la réconciliation. Cette conversation sera animée par Cole Kippenhawk. Et n'oubliez pas de vous joindre à l'APTN, CBC, Radio-Canada et la Nation algonquine et le 30 septembre pour la diffusion en direct à 3h, heure de l'Est. Pour les résidents d'Ottawa, soyez sur la colline du Parlement dans l'édifice de l'Ouest, mais vous pouvez également suivre à la télé ou écouter à la radio une émission de 90 minutes, reconnaissant donc les enfants des pensionnats qui ne sont jamais rentrés chez eux. Et il y aura une émission sur APTN. Et pour vous renseigner davantage sur le Centre national Vérité et Réconciliation pendant la semaine Vérité et Réconciliation, visitez nctr.ca ainsi que TRW-Union et ainsi de suite, un site web spécial que nous avons créé pour la semaine. Alors sur ce, applaudissons chaleureusement nos panélistes et notre hôte. Et sur ce, merci. Merci, Miigwech, hi, and see you at the next virtual lunch. On se revoit à la prochaine session. Au revoir.